Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 12 mai, une journée où les syndicats appellent à descendre dans la rue. Une dizaine d'organisations syndicales battent le pavé actuellement dans les rues de Pointe-à-Pitre. Parmi leurs revendications, on le rappelle, la loi travail, l'accès des jeunes à la formation et à l'emploi ou encore l'arrêt des suppressions de postes. Nous y reviendrons évidemment au cours de cette édition. Un mot de justice à présent avec l'affaire entre la présidente de la CSBT, Lucette Michaud-Chevry, et le préfet de région. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête de la présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Elle contestait, on le rappelle, un mandatement d'office du préfet portant sur une somme de 2,5 millions d'euros. Un montant relatif à une station d'épuration construite par la SEM-Samar. Le jugement ne serait pas définitif puisque la légalité de cet arrêté sera étudié avant la fin de l'année. Un tout autre sujet à présent, je vous propose de vous faire découvrir ce midi une discipline de moto tout droit venue des États-Unis, le stunt qui allie cascade et acrobatie. Des stages sont d'ailleurs donnés pendant 4 jours à Jarry par le champion de France de stunt Thibaut Targnovi. Objectif, faire mieux connaître cette discipline en Guadeloupe pour qu'elle soit pratiquée dans un cadre sécurisé. Discipline que vous fait découvrir Éric Pommier. Vous serez peut-être apte à effectuer ce type de figure sur 2 roues, à condition d'avoir reçu votre diplôme, mais surtout après avoir assimilé la technique de base. Pour ce faire, un stage est prévu sur 4 jours et ce dès demain. L'instructeur ne sera autre que Thibaut Targnovi en personne, champion de France de stunt. Belle opportunité pour échanger avec cet équilibriste hors pair, mais surtout apprendre à s'adonner à cette passion en toute légalité. Voilà, c'est pour ça que je suis ici, c'est justement pour apporter le côté sécurité. Les jeunes font ça sur route ouverte, pas forcément équipés comme il faut. Et donc c'est pour ça que nous on essaie de faire un peu bouger les choses. On a une piste ici qui permet justement d'évoluer, de pratiquer la passion, mais sans être sur la route. Faire évoluer cette discipline dans les règles de l'art, les organisateurs du stage entendent bien redorer le blason des motards en passant par ce type de stage spécifique. Il y a par cette action également une volonté de mettre fin à toute activité sauvage sur 2 roues. C'est un gros mouvement qui a lieu dans le monde entier. On assiste aujourd'hui à un peu n'importe quoi qui se fait aux États-Unis et aussi un peu en France, à des randonnées sauvages où des jeunes sans casque et sur la voie publique se mettent à faire des acrobaties sur leur moto. On voit qu'il se met à y avoir une répression alors que c'est quand même dommage. Donc nous, avant d'en arriver là, avant d'en arriver à à ce que les pouvoirs publics se mettent à réprimander une envie, un vrai mouvement qui est en train de naître, qui est déjà bien fort ailleurs. On est vraiment dans le cadre de leur expliquer, voilà, il y a ça à faire, on va vous expliquer comment le faire, il y a une façon de le faire, et ça rentre aussi dans la démarche du maire de Baie-Mahault, mais aussi de toutes les instances. On sait qu'il y a un circuit qui va avoir lieu en Guadeloupe, donc la moto c'est un véhicule qui est fantastique, c'est une passion, et on va essayer de faire rimer passion et raison, c'est-à-dire qu'ils vivent leur passion à fond, mais dans un cadre raisonnable. Maîtriser ou apprendre le wheeling, autrement dit piloter sur la roue arrière, ou encore savoir effectuer le stoppie sur la roue avant, sont au programme. L'initiation est réservée aux débutants. Des baptêmes stunt en binôme avec le professionnel seront également proposés pour pimenter le stage. Le stage stunt peut être la solution pour effacer vos appréhensions, ainsi gagner en confiance en quelques tours de roue. Allez, on va laisser le monde des 2 roues pour reprendre la direction de DED avec cette chaîne de solidarité mise en place il y a quelques semaines. Une solidarité envers Patrick Divial. Ce commerçant a tout perdu le 19 avril dernier. Son magasin de souvenirs situé dans le bourg est parti en fumée. Éric Pommier l'a rencontré. Ce commerçant de DE se souviendra longtemps du 19 avril 2016, jour noir pour ce jeune Déésien qui a vu partir en fumée, impuissant, sa petite boutique de souvenirs. Et donc, revenir sur les lieux du sinistre est toujours délicat, même après un mois. Le jour de l'incendie, j'étais présent. Ça a été très difficile parce que j'ai assisté un peu avant l'arrivée des pompiers aux flammes qui sortaient de partout. Voilà. Et c'était vraiment très dur. J'ai dû
essayer d'épuiser, j'ai dû essayer de trouver de l'énergie pour tenir le coup face à cet événement qui me touchait là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas vraiment de mots pour qualifier vraiment ce qu'on ressent. Une déficience électrique pourrait être à l'origine de ce sinistre selon les premiers éléments de l'enquête. Patrick Divial, quoi qu'il en soit, ne peut aujourd'hui que constater les lourds dégâts, car toute la surface de 50 mètres carrés a été brûlée. Il ne reste plus rien. Patrick Divial s'est installé à son compte en 2011 dans cette petite rue du centre-ville. Cette boutique, c'est toute sa vie et des années de labeur. Il y a passé toutes ses économies, 9 000 € pour monter sa petite affaire avec son frère. Patrick Divial est marié, père de famille et aujourd'hui démuni, contraint d'accepter cette pesante réalité. Mais dans son cauchemar, cet homme de 43 ans n'est pas seul, puisque dès le sinistre, toute une machine de solidarité s'est mise en place, une réactivité dont Cyriane Makiaba est à l'origine. J'ai lancé un SMS par le biais des réseaux sociaux et j'ai eu vraiment tout le monde autour de moi. Nous sommes à peu près une vingtaine de personnes. Il y a des amis, il y a des parents, il y a des membres d'associations. Oui. Il le fallait parce que c'était difficile. Face au malheur, on n'a pas toujours les mots, mais mener une action de solidarité prouve bien qu'on est là, qu'on est autour de lui, qu'on le soutient. Ce jeune commerçant tente de garder la tête haute, car le plus dur reste à venir pour vite rebondir. Les démarches administratives, c'est un véritable parcours du combattant qui commence. Patrick Divial sait que c'est le prix à payer pour retrouver une vie normale et surtout une activité qui lui tient à cœur. Ce que j'ai apprécié en lui, c'est sa dignité. Devant le malheur, il est resté digne, il est resté debout, il est resté droit. Et il a suscité justement auprès de la population, son attitude a suscité auprès de la population un courant de solidarité et c'est ce que je retiens de ce drame qu'il est en train de vivre. Il faudrait qu'on regarde comment on l'accompagne pour que son activité reprenne au plus vite. Dans la rue, pas un pas sans que le jeune Désien ne soit interpellé. Patrick Divial est touché dans sa chair. Toute la population de la commune est derrière lui. C'est vrai que c'est un gars super et puis il faut tous qu'on s'entraide quoi. Donc, ça nous a beaucoup touchés, sachant qu'on sait que c'est un jeune, il démarre, il était déjà dedans, il avait déjà ses petites difficultés, mais là il est encore rentré plus en difficulté. Donc moi je demande à la population et tous ceux qui peuvent adhérer justement à ce message de soutien justement, à cette action de soutien justement pour pouvoir l'aider à remonter son entreprise, repartir de plus belle. Le jour même de l'incident, il y a eu un énorme élan de solidarité qui s'est créé autour de moi avec des commerçants, des habitants des Désiens. Et c'est ce qui m'a permis de tenir le coup. Et je tiens sincèrement et profondément à les remercier. Un repas de solidarité a d'ores et déjà été programmé le samedi 11 juin prochain à la maison de quartier de Riflette. Objectif, récolter un maximum de dons. Patrick Divial est touché par autant d'empathie, mais il est conscient qu'une telle initiative est synonyme pour sa petite famille et lui d'un sérieux tremplin pour un nouveau départ dans la vie. Et si vous aussi vous voulez participer à cet élan de solidarité, vous pouvez contacter Cyriane Makiaba au 06 90 74 28 14. Le numéro s'affiche en bas de votre écran. Les premières rencontres économiques territoriales de Cap Excellence ont eu lieu hier à Pointe-à-Pitre à travers des conférences débats et des ateliers. Les entrepreneurs ont pu notamment en apprendre plus sur les opportunités d'investissement, mais aussi d'installation sur le territoire, également sur la fiscalité. Loïs Ignace nous en dit plus. Pour ces premières rencontres économiques du territoire de Cap Excellence, les porteurs de projets et entrepreneurs ont pu s'informer sur la fiscalité de leur activité. De nombreux chefs d'entreprise connaissent des difficultés liées à une fiscalité parfois écrasante. C'est le cas de José Ibalo, restaurateur à Pointe-à-Pitre. Il a posé un certain nombre de questions aux différents intervenants présents. Les difficultés, c'est que je suis sur place depuis 32 ans. Et par rapport à le déménagement de la CAF, de la Poste à côté de chez moi et la fermeture du centre des arts, j'ai eu d'une manière une baisse de chiffre d'affaires. Et j'ai demandé aux impôts un moyen d'exonération. J'ai déposé le dossier et personne ne m'a rien répondu jusqu'à maintenant. J'ai 6 employés. De la manière que ça se déroule,
je compte déposer le bilan. Sur le territoire de Cap Excellence, des avantages fiscaux existent et permettent aux entreprises un allègement de l'impôt. Des solutions sont proposées pour bénéficier d'une remise ponctuelle. À Cap Excellence, par exemple, il y a ce qu'on appelle la ZFU, la zone franche urbaine, territoire entrepreneur, qui permet à ces entreprises de bénéficier d'une exonération pendant 5 ans. À 100% dans la limite de 50 000 €. Et puis après, il y a une dégressivité sur 3 ans, 60% d'abattement, 40% la deuxième année, 20% la troisième année. Donc pendant 8 ans, l'entreprise voit son impôt sur les bénéfices soit complètement exonéré, soit diminué. Le dispositif qui a été mis en place pour accompagner les entreprises en difficulté, c'est la commission des chefs de services financiers. Il peut déposer un dossier et à ce moment-là, toutes les difficultés financières qu'il a au niveau de ces différentes administrations seront étudiées. On lui proposera certainement un aménagement, voire peut-être même des remises d'impôts. Les travaux engagés sur le territoire de Cap Excellence ont occasionné une perte de la population liée à la rénovation urbaine. Néanmoins, la zone franche urbaine représente un avantage réel pour l'économie de Cap Excellence. Le Pointe-à-Pitre a mis en place sur une large partie de son territoire, c'est près de 15 hectares sur le centre-ville et sur la zone dite des faubourgs, sur ces 2 zones et sur la zone de l'assainissement, sur ces 3 zones même, ce sont 15 hectares qui sont en zone franche urbaine depuis à peu près 12-13 ans et qui a permis à ce jour de générer plusieurs centaines de millions d'exonérations fiscales au profit directement des acteurs de la vie économique. Dans la communauté d'agglomération Cap Excellence, 16 000 entreprises sont implantées et génèrent à ce jour 61 138 emplois. Et on reparle d'actualité sociale puisque les syndicats appellent à se mobiliser. Aujourd'hui, une dizaine d'organisations syndicales ont battu le pavé ce matin dans les rues de Pointe-à-Pitre. Parmi les revendications, la loi travail, l'accès des jeunes à la formation et à l'emploi ou encore l'arrêt des suppressions de postes. Anne-Elisabeth Artsen. Après plus d'1 an, l'UGTJ a de nouveau fait appel à plusieurs organisations syndicales pour une grande mobilisation dans la cité pointoise. Et les principales revendications, c'est la loi Khomri bien évidemment, mais c'est également toute abomination que travaillait Pep Guadeloupe Kassibi. C'est les licenciements, c'est les fermetures de classes, c'est la destruction des services publics en particulier dans l'hôpital, c'est problème à insertion professionnelle à la jeunesse et toute abomination que a fait Guadeloupéen qui a un problème à terre, qui a un problème à de l'eau, puisque bon matin là aussi, il y a des associations à de l'eau et associations à défense à terre qui présentent. Une reprise qui a mobilisé de nombreux militants. Nous aujourd'hui à la FSU on a décidé d'être présent sur le mouvement pour une raison très simple, c'est qu'on constate qu'il y a véritablement une convergence des luttes entre le privé où aucun accord de 2009 n'est respecté et où la situation socio-économique est dramatique et le public dans lequel nous travaillons et où nous avons des suppressions de postes qui dégradent le service public, qui dégradent l'éducation et donc qui mettent en péril l'avenir de la jeunesse. Si une jeunesse n'a pas d'éducation, elle ne va pas pouvoir trouver de travail, déjà dans une situation du travail très compliquée. C'est pour ça que depuis un mois, les lycéens, ils étaient 1500 à manifester dans les rues pour dire qu'ils sont contre cette loi-là, contre une loi qui veut leur faire travailler plus, contre une loi qui veut faciliter les licenciements. Et aujourd'hui, on est là pour continuer ce combat-là, soutenir les travailleurs qui sont en grève, les jeunes, les étudiants qui sont en grève en France aussi et qui ont fait grève en Martinique et dire que les jeunes aussi sont présents, les jeunes aussi sont concernés. Oui, c'est très important pour nous d'être là ce matin, malgré le fait que le gouvernement ait fait passer ce projet de loi sur le 49.3, il était tout de même important, primordial d'être là pour dire que nous ne sommes toujours pas d'accord. Nous ne pouvons pas être d'accord avec ce fameux projet de loi. C'est purement et simplement un génocide du droit du travail, des salariés, de la représentation des syndicats au sein des entreprises. C'est un retour, il faut le dire, c'est un retour à l'esclavage, purement et simplement. Nous sommes partie prenante de cette action, simplement parce que bon, déjà il y a la loi travail, que, comme tout le monde connaît, mais en dehors de tout ça, l'UNSA est en majorité des fonctionnaires et notamment à l'éducation nationale, nous connaissons les problèmes qui se posent à l'éducation nationale en termes de suppression de postes et donc aujourd'hui nous ne pouvons rester à côté de ce mouvement. À l'issue de cette première journée de mobilisation, les organisations syndicales feront le bilan afin de connaître les suites à donner à ce mouvement commun.
Et conséquence de cet appel à la mobilisation, certains secteurs, certaines entreprises sont en grève aujourd'hui. Exemple dans l'éducation nationale, selon les chiffres du rectorat, le mouvement a été suivi par 20% des enseignants du premier degré, 10% dans les collèges et 2% au lycée. On fait le point tout de suite avec Marion Bordier. Une partie de la poste de Pointe-à-Pitre fermée. Dans le collège Nestor de Kermadec, 3 professeurs étaient absents sans motif. Les stations-service Total, Esso et Vito fonctionnent normalement. Pour certains magasins de l'enseigne Leader Price, il peut manquer jusqu'à 10% du personnel. Quant aux agents du CHU, une partie se sont rassemblés devant l'établissement. Ils ont toutefois laissé passer leurs collègues qui souhaitaient travailler. Une mobilisation donc notamment contre la loi de travail El Khomri. D'ailleurs, les Républicains et l'UDI ont déposé une motion de censure concernant cette loi. Le débat a lieu d'ailleurs en ce moment même à l'Assemblée nationale. Il y a 2 jours, le président François Hollande a annoncé la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage. Dans le même temps, une fondation esclavage et réconciliation devrait voir le jour en Guadeloupe. Elle sera composée de descendants d'esclaves, de colons et d'Indiens. Je vous propose justement d'écouter la réaction de Luc Renecht, membre du CIPN. Il est fermement opposé à cette fondation guadeloupéenne. Il est interrogé par Jacques Damprobe. On nous a fait croire que d'un premier temps, M. Serge Romana et son association, le CM98, le comité Marche 98, ont décidé de mettre en place, si vous voulez, cette fondation. Et que dans la foulée, certaines personnes dont vous avez cité le nom, à savoir M. Dejam, comment il s'appelle, M. Ayotte, enfin les plus gros des béquilles de la Martinique, ont fait semblant d'adhérer. Mais en fait, ils étaient déjà d'accord avant. Donc c'est une mise en scène. Il est évident que pour eux, c'est pain béni. Parce qu'à travers cette démarche, ils vont croire qu'ils n'ont rien quelque part demain, à payer, entre guillemets, ou bien à restituer un titre de réparation. Et quelque part aussi, c'est une façon de dire aux Français et à l'État français qu'on peut passer directement de l'esclavage à la réconciliation. Moi, je pose la question suivante. Est-ce que, concernant les nazis et concernant les juifs, nos amis, nos frères juifs, parce que je n'ai aucun complexe par rapport à cela, auraient pu dire, écoutez, on ne veut pas de réparation, on passe à perte et profit les souffrances de nos parents, et puis on passe de l'Holocauste à la réconciliation. En bref, un forum caribéen sur la géothermie se déroule en ce moment à Saint-Kitts. C'est organisé par le CARICOM et l'OECS. Objectif pour les pays de la Caraïbe, mutualiser les informations, les connaissances et les expériences dans ce domaine. À cette occasion, justement, une visite de la centrale géothermie de Bouillante a lieu aujourd'hui. Reportage à suivre dans notre édition ce soir de 19h. Ce forum caribéen de la géothermie, il en est d'ailleurs question ce midi dans notre page Caraïbes. Nous irons également à Cuba où les touristes américains pourront bientôt utiliser leur téléphone portable grâce à l'installation de l'opérateur T-Mobile. Voici l'actualité Caraïbe. Le développement de l'énergie géothermique au sein de l'Organisation des États des Caraïbes orientales et ses perspectives économiques et durables font l'objet de discussions à l'occasion du Forum régional géothermique qui se tient jusqu'à ce jeudi 12 mai à Saint-Kitts. Cette rencontre est organisée par le CARICOM, la communauté des Caraïbes et l'ORCO en collaboration avec le gouvernement de Saint-Kitts-Nevis. Elle a pour thème « Opportunités et synergie de collaboration ». Le Premier ministre de Saint-Kitts-Nevis, qui a prononcé le discours d'ouverture, a informé l'Assemblée de la forte détermination de son gouvernement en faveur du développement des énergies renouvelables dans son pays. Le docteur Timothy Harris a rappelé la nécessité pour les îles de la Caraïbe, qui sont parmi les plus endettées du monde, de se tourner vers les énergies propres et durables. Il a précisé que les pays membres du CARICOM ont signé l'accord de Paris sur le changement climatique lors de la journée internationale de la terre nourricière organisée par l'ONU le 22 avril dernier. Timothy Harris a annoncé la mise en place d'une feuille de route pour son pays afin de contribuer à l'objectif de réduction de 2 degrés Celsius du réchauffement climatique mondial. Le Centre de contrôle américain des maladies met en garde les voyageurs contre les risques liés au Zika à Saint-Barthélemy. L'île au tourisme de luxe subit de plein fouet la communication intensive des services sanitaires américains qui recommandent aux femmes enceintes de ne pas se rendre sur l'île française et à tout autre voyageur de différer
le voyage. Le CDC précise que le virus peut également être propagé par contact sexuel avec les voyageurs qui reviennent malades et invite les femmes enceintes qui ont un partenaire masculin qui vit ou a voyagé à Saint-Barthélemy d'utiliser des préservatifs ou de ne pas avoir tout simplement de relations sexuelles pendant la durée de la grossesse. T-Mobile a signé une interconnexion et un accord d'itinérance avec la société de télécommunications cubaine Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. Cet accord permet à T-Mobile d'ouvrir les communications entre les États-Unis et la Grande Île. Les voyageurs américains désireux de se rendre à Cuba auront alors la possibilité d'utiliser leur téléphone mobile dès cet été. Il s'agit également d'un accord historique en matière de télécommunications entre les États-Unis et un territoire encore soumis à l'embargo. Plus d'un tiers des clients américains d'origine cubaine ont un abonnement avec T-Mobile. Ce serait donc pour cette raison que le gouvernement cubain a ouvert une partie de son marché à l'opérateur. Et restons quelques instants dans notre grande région. La présidente du Brésil a été suspendue aujourd'hui de ses fonctions par le Sénat. Les sénateurs ont voté sa mise en accusation et l'ouverture de son procès en destitution pour maquillage de comptes publics. Elle doit être remplacée dans la journée par son vice-président Michel Temer. Dilma Rousseff qui appelle les Brésiliens à se mobiliser contre un coup d'État. Le sport avec cette mauvaise nouvelle, Willem Bellossian ne disputera pas le 110 mètres haies au meeting international d'athlétisme qui doit se tenir samedi au stade de Bemao. Willem Bellossian qui a ressenti une douleur à la cuisse alors qu'il s'entraînait. Il a donc préféré déclarer forfait plutôt que de compromettre la suite de sa saison. On passe au football avec la Coupe de Guadeloupe. Après la JSS, l'USC Bananier s'est qualifié pour les demi-finales en éliminant le Sirocco sur le score de 1-0. De son côté, le CSC a sorti au tir au but l'AS Gosier. Le dernier ticket se jouera ce soir au stade des Abîmes lors du derby saint-rosien entre l'USR et l'ASR. Football toujours avec les jeunes U13 du Stade Lamantinois, champions anti-Guyane. Ils défendront d'ailleurs les couleurs de notre région début juin à Cap-Breton lors du tournoi national. Des jeunes de moins de 13 ans qui, pour certains, ont déjà été repérés, qui rejoindront d'ailleurs prochainement de grands centres de formation situés en métropole. Johan Charpentier-Titi a suivi un de leurs entraînements. Oui, allez, la prise de balle. Oui, allez, ça doit aller plus vite. Allez, l'enchaînement, allez. Contrôle passe, on y va plus vite là, oui. Tout de suite Gabriel. Au Stade Lamantinois, ce sont les jeunes qui font parler d'eux. Champions anti-Guyane des moins de 13 ans, ils défendront les couleurs des Dômes au tournoi national à Cap-Breton. Le fruit d'un travail de formation mis en place il y a 5 ans par les dirigeants et les éducateurs. Tout le projet qu'on a mis en place depuis plusieurs années, c'était justement de former le mieux possible nos jeunes joueurs et de les garder afin qu'ils puissent intégrer l'équipe senior. Et pour les plus jeunes, voir la possibilité pour eux de pouvoir intégrer le CREPS et par la suite des centres de formation. Nous, ce qu'on regarde déjà, c'est le contenu, le comportement des enfants. Après, les résultats, c'est la cerise sur le gâteau. Allez, lève la tête, prends l'information, allez, on y va. 2 touches de balle, les gars, 2 touches de balle. Allez, prise de balle vers le joueur. Descendez sous les appuis, descendez sous les appuis. Des jeunes si prometteurs que 2 d'entre eux ont d'ores et déjà signé des accords de non-sollicitation avec des clubs professionnels français. De quoi inspirer fierté, mais aussi inquiétude chez les parents. C'est assez impressionnant parce qu'il est très jeune. Et donc du coup, au début, on se demande comment ça va se passer. Parce que nous, il faut qu'on soit là derrière pour l'accompagner dans son rêve, parce qu'il veut devenir footballeur professionnel et dans ses projets. Et donc moi, je suis là surtout pour l'accompagner, pour lui dire que je serai là pour lui. Ce qui nous fait peur, son papa et moi, c'est qu'il doit pouvoir suivre aussi bien au football qu'à l'école. Donc s'il n'a pas un bon niveau à l'école, c'est clair qu'il ne pourra pas continuer le foot. Mais les futurs pensionnaires des centres de formation de Lyon et Lens croient en leurs rêves. Les mamans, elles sont toujours comme ça. Moi, je ne m'inquiète pas, mais... Enfin, pas que je ne m'inquiète pas, mais j'espère que je vais y arriver. Parce que ma mère, elle croit que je vais... Quand on va arriver en France, elle croit que je vais tout balancer. Elle
Elle va croire que je veux arrêter le foot, mais je pense pas. Avec une bonne dose de lucidité sur le chemin qui les attend, malgré une insouciance naturelle. C'est là que le travail a commencé, ce sera très dur. Il faudra garder le niveau scolaire et footballistique et continuer pour la tenir. Et garder le cap et continuer à travailler. J'aime bien dribbler, percuter, mais j'ai aussi beaucoup de défauts à améliorer. Et finalement, c'est peut-être leur entraîneur qui en parle le mieux. Ce sont deux gros talents, honnêtement ce sont deux gros potentiels. Rémi Cassignalances, c'est un joueur qui est très fin techniquement et très rapide. Et lui Alexandre, c'est un très très bon attaquant, finisseur, il aime se bagarrer et moi je leur fais confiance. Lacazette, Lemar, Coco et pourquoi pas demain Merabli et Labo, tant que le plaisir reste le maître mot. Avant de se quitter, information pratique, on va faire le point comme chaque jour sur vos coupures d'eau. À Petit-Bourg, en raison des fortes pluies de ces dernières heures, la distribution de l'eau potable est perturbée dans plusieurs secteurs. Barboteau, Bel-Air-des-Rosières, Bois-de-Rose, Fougères, Hauteur-Lézarde, Prise d'eau et Vernoux. Retour à la normale en fin de soirée. Au Moule, un incident technique s'est produit ce matin. Des manques d'eau se font donc ressentir dans les zones de Guénette, les Alizés, Morel, Porte d'Enfer et Portland. Tout devrait rentrer dans l'ordre en fin d'après-midi. Et puis toujours au Moule, cette fois-ci un renouvellement de vannes a eu lieu ce matin. Du coup, la distribution de l'eau potable est interrompue dans les secteurs de Kerlory, Matignon et Rousseau. Retour à la normale en fin d'après-midi. On jette un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi. Les nuages vont rester menaçants sur l'ensemble de la Guadeloupe. On devrait toutefois avoir moins d'averses que ce matin. Les températures seront comprises entre 28 et 31 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique sportive Minute Sport, puis l'actualité nationale et internationale. Je vous retrouve ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.